Avec mon assistante qui se tient juste ici, je vais vous présenter plus de 40 mangas à peu près. Entre décembre, janvier et février, j'ai effectivement à peu près 45 mangas qui se sont accumulés. Je vais tout présenter, mais je vais passer assez rapidement sur les suites et je vais plus m'attarder sur les nouveautés. Je vais d'ailleurs commencer avec les maisons d'édition qui m'ont envoyé le moins de mangas et terminer par celles qui m'ont envoyé le plus de mangas. On va commencer par la maison d'édition Kurokawa qui m'a envoyé le tome 4 de Blue Flag, donc un shoujo que j'apprécie tout particulièrement. C'est un manga que je peux qualifier de poignant, d'émouvant et juste. Et la fin de ce tome 4, elle est tellement parfaite et il y a tellement de suspense. C'est un shoujo qui regroupe tellement de choses, tellement de thématiques, que ce soit les triangles amoureux, enfin il y a des triangles amoureux mais ils sont beaucoup plus compliqués et approfondis que certains autres shoujo. C'est vraiment un de mes meilleurs, voire le meilleur shoujo que j'ai lu en 2019 et sûrement pour l'année 2020 également. Il y a également beaucoup d'humour, donc quand c'est pas vraiment l'émotion qui nous prend, c'est vraiment l'humour qui prend le relais et c'est tellement juste comme shoujo. Je continue avec le tome 2 de Don't Call Me Magical Girl qui a été édité par Château Château. C'est un tome qui me semble un peu confus et décousu, donc ça reste un petit peu dans la même lignée que le tome 1. J'avoue que j'ai eu du mal à me replonger dans le scénario, à me remettre en selle. Je comprenais vraiment rien de ce qui se passait au début. Vraiment les... Ouais, on va dire un quart le premier quart en fait du manga. Je ne comprenais plus rien à ce qui se passait. Clairement, j'étais perdue. Par contre, il y a une nette amélioration par rapport au tome 1. Le vécu des personnages commence à être mis en avant et c'est vraiment plutôt intéressant. Ça m'intéresse en tout cas, c'est pour ça que je vais continuer avec le tome 3. Par contre, si ça reste aussi confus au niveau des scénarios et la distinction des personnages entre eux, j'arrêterai. Mais bon, je laisse une chance au tome 3 parce qu'il y a quand même une amélioration au tome 2. On continue avec le tome 2 et donc le dernier tome de Mythical Beast Investigator, si je le dis bien. Je ne m'attendais pas à une telle qualité avec un manga en 2 tomes. C'est porteur de douceur, de tendresse et de morale. Je suis conquise et reconquise par la qualité graphique de ce manga et de la profondeur des personnages qui est d'autant plus mise en avant dans ce tome 2. Le tragique et la beauté se mêlent et s'expriment à travers ce dernier tome et c'est tout bonnement magnifique. Je suis rarement, mais alors très rarement émue par un manga court parce que j'ai quand même du mal à m'attacher si vite aux personnages. Ça a été complètement le cas pour ce manga, donc à ceux qui aiment les histoires un petit peu fantastiques, merveilleuses, avec un petit peu de tragique, mais ça reste vraiment très très beau. Je vous le conseille surtout pour les petits budgets vu que c'est une série en 2 tomes. Je passe maintenant au tome 6 et 7 de Tant qu'il est encore temps, édité par Nobinobi. Ces 2 avant-derniers tomes m'ont vraiment plu dans le sens où on découvre enfin le secret qui tourne autour de la bague que porte Misaki. Par contre, je trouve que des sujets très sérieux, attention spoil, comme la perte de mémoire sont des sujets à prendre au sérieux et doivent pas être aussi tournés avec légèreté et complètement bouffé par les éléments à l'eau de rose. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est un peu trop cucu à mon goût. Ça m'a fait un peu redescendre dans ma hype de cette série parce que j'adore vraiment cette série, je la trouve ultra touchante. Par contre, voilà, je trouve que c'est un peu plus cucu que d'habitude et on tourne un petit peu autour du pot et on n'avance pas trop dans le scénario. Et au final, les sujets qui nous paraissaient super importants, genre les gros suspens et gros secrets, ça paraît un peu fade maintenant. Par contre voilà, pour revenir au secret qui entourait la bague, on va dire, très bien trouvé parce que c'est assez tabou pour être gardé secret et voulu garder secret. Et c'est pas what the fuck, c'est pas un truc ultra inattendu en mode, enfin c'est inattendu, mais c'est pas quelque chose de complètement what the fuck et complètement inexpliqué qui n'aurait pas collé en fait au manga. On passe à la maison d'édition Teifu Comics qui m'a envoyé le tome 1 et 2 de Octave et Files, je ne sais pas trop comment ça se prononce. On va commencer par le one shot Files, je ne sais vraiment pas comment ça se prononce, qui est un yaoi. J'aime beaucoup puisque c'est une histoire d'amour qui naît très naturellement, sans sexe à gogo, sans violence, sans choses what the fuck, sans un scénario à dormir debout et ultra compliqué à suivre. La trame principale est plutôt bien trouvée et bon, il y a assez de suspense, c'est plutôt agréable à suivre. C'est sympa, mais on va dire les choses, c'est pas non plus transcendant, il s'agit quand même d'un one shot, il n'y a pas non plus matière à faire un énorme scénario et donc des éléments ultra ouf.
J'ai pas été transcendée, mais c'est plutôt sympa, donc pourquoi pas pour des gens qui veulent commencer yaoi. Par contre, pour ceux qui sont plus habitués et qui veulent vraiment enrichir leur collection, je pense pas que ce soit quelque chose de dingue à avoir. C'est pas un indispensable. Ensuite, on va passer au tome 1 et 2 de Octave, qui est mon premier Yuri. Alors, je suis vraiment habituée au yaoi, donc les relations amoureuses entre hommes, mais je n'avais jamais lu en fait d'histoire concernant une relation femme et femme. Donc j'étais plutôt impatiente à l'idée de le lire et justement découvrir comment on peut tourner ça entre femmes. Déjà, j'ai beaucoup aimé cette sexualité très douce, très délicate, sans en montrer trop dans ce Yuri. Ce qui est très rare dans un yaoi où on va plus privilégier la violence, le what the fuck et vraiment le trash. En tout cas, je trouve. L'histoire de cette ancienne idole de 18 ans qui essaie un peu de se réapproprier son histoire, de trouver sa voix, etc. m'a vraiment conquise. Sa sexualité lui tombe dessus de manière totalement inattendue, donc on a vraiment ce questionnement, cette remise en question, etc. Sur sa sexualité, sur son orientation. Donc ça, avec moi, ça marche toujours. D'ailleurs, ça c'est un point ultra important à souligner, justement quand il y a ce basculement, entre guillemets basculement, vers l'homosexualité, ce n'est absolument pas montré comme what the fuck ou comme quelque chose d'anormal. C'est fait de manière très naturelle, donc ça j'ai beaucoup aimé, ça rejoint un petit peu le yaoi Files. Donc vraiment j'ai apprécié, c'est sans barrière, sans a priori. Je vais un petit peu continuer sur le tome 2, mais on a notre petite Yukino du coup qui continue à se questionner en fait sur sa sexualité parce que elle n'est pas sûre d'aimer que les filles, ou est-ce qu'elle aime les deux, ou est-ce qu'en fait elle aime pas les filles, elle a juste voulu tenter. On a vraiment ce prolongement en fait. Elle est à la fois rebutée par le corps de l'homme, mais elle est complètement intriguée et curieuse aussi par rapport à ce dernier. Elle commence à se demander si je couchais avec un homme, qu'est-ce que je ressentirais? Est-ce que je préférerais ça plutôt qu'une femme? Voilà. J'aime beaucoup. Enfin, pour l'instant, c'est une très bonne expérience de premier Yuri. Allez, on continue avec la maison d'édition Doki Doki qui m'a envoyé le tome 10 de Battle Game et le tome 5 de Talentless. Alors, le tome 10 de Battle Game, j'ai franchement presque rien à dire. Ça suit tous mes autres avis en fait. Il y a beaucoup d'action, c'est très bien représenté, ça ne s'essouffle pas, il y a toujours un élément de scénario nouveau et intéressant surtout qui arrive. Alors, Talentless, c'est un manga qui m'étonne beaucoup parce que quand j'ai commencé le manga, si vous vous rappelez, je disais que c'était pas un manga franchement ouf, que je continuais à chaque fois pour lui donner une seconde chance. Et au final, j'apprécie de plus en plus et ça m'étonne. On a une tension qui grimpe petit à petit, un personnage qui devient enfin rationnel. Cependant, j'espère que niveau scénaristique, ça ne va pas être trop facile et qu'il va y avoir de réels enjeux, de réels dangers et enfin vraiment de vrais dangers, de pourquoi on isole ceux qui ont des pouvoirs, pourquoi on veut les exterminer, etc. Parce que pour moi, ça me paraît un peu gros de vouloir isoler des gens qui ont des pouvoirs pour les exterminer parce qu'on en a peur. Je pense que s'il n'y avait pas de danger réel, comme se retourner contre la population et faire absolument tout ce qu'on veut, il les utiliserait à des fins militaires. Donc j'espère qu'il y a vraiment un enjeu, un réel enjeu derrière l'extermination de ceux qui ont des pouvoirs. Allez, on continue avec la maison d'édition Akata qui m'a envoyé 2 tomes, donc je vais les présenter un par un maintenant. Qui m'a envoyé 2 tomes. Les calculs sont pas bons, Kevin. On commence par You My Baby, que j'ai trop aimé. En fait c'est un shoujo si vous voulez. Alors, contrairement aux autres, la plupart des autres mangas de chez Akata, ce n'est pas un shoujo ultra engagé. Akata, ils sont quand même très engagés sur beaucoup de choses, notamment pour les femmes, pour la communauté LGBT, etc. Là, c'est un shoujo plutôt tranche de vie, romance, enfin entre adolescents. C'est vraiment assez chill comme manga et ça change un petit peu de ce que fait Akata. Déjà, je tiens à dire que les personnages sont ultra charismatiques, surtout le monsieur. Incroyable, le charme qu'il dégage à travers les dessins, c'est ultra bien réalisé. Donc en fait concrètement l'histoire c'est une jeune fille qui passe au lycée et qui a un peu du mal à grandir dans sa tête. Elle a encore envie de jouer au loup, elle a pas l'impression d'être une fille parce qu'on lui a toujours dit qu'elle était un peu le garçon manqué, qu'elle était à la garçonne. Elle porte jamais de jupe à part celle pour le lycée. Mais voilà, elle se considère pas comme féminine, elle se trouve pas mignonne. Voilà, elle a un petit peu de mal à passer ce cap et donc elle va rencontrer le fameux jeune homme qui est ultra grand, ultra large et donc elle commence à développer des petits sentiments, etc.
et ils ont des caractères assez différents mais assez similaires et bon, le destin pardon, va faire qu'ils vont se croiser, se parler, s'entremêler, tout ça. Moi j'aime beaucoup parce que les deux ont un sacré caractère. Bon, lui il est assez passif, assez doux, mais elle a vraiment un caractère de feu. Donc ça rend le manga plutôt cool, plutôt drôle. Donc j'ai trop hâte de lire la suite, franchement. C'est vraiment un souffle d'air frais, voilà. C'est rafraîchissant. Ensuite, le tome 4 de Bless You. Alors, ce tome 4, il a été vachement plus touchant que les 3 autres, du coup. Pour une fois, c'est mis en avant dans un manga cette personne qui aime sans être aimée en retour et qui donc accepte ce fait et laisse partir la personne qu'elle aime avec quelqu'un d'autre. Et c'est tellement... on se rend pas compte, mais c'est vraiment atroce dans la vraie vie, on va pas se mentir. Quelle que soit... la puissance de tes sentiments, c'est toujours quelque chose qui est vraiment pas agréable et c'est parfois super déchirant. Donc j'ai adoré parce qu'on met enfin en valeur ces personnes-là. On les met enfin au devant de la scène et j'ai trouvé ça super touchant. Donc de toute façon Bless You, à part le tome 2 qui m'avait un petit peu déçu et rebuté, j'aime beaucoup cette série. Ensuite le tome 2 de Tant que nous serons ensemble. Alors là c'est un tome qui est assez lent pour le coup. On a toujours cette thématique de l'inceste qui vient progressivement, mais c'est montré de manière assez naturelle et pas du tout glauque. On reste toujours à l'époque de l'adolescence en fait des deux protagonistes et donc on a enfin la naissance des sentiments et l'acceptation, ça se dit. Et ensuite la nouveauté En proie au silence, donc le tome 1, un manga incroyable. C'est un manga plutôt assez dur à décrire. C'est un manga qui ne ferme pas les yeux, qui ne détourne pas le regard face aux violences sexuelles, physiques, psychologiques, harcèlement, tout ça. Les violences qui sont faites aux femmes, les violences, enfin, le comportement sexiste que les hommes et la société en général peuvent avoir envers les femmes. On souligne donc les inégalités. Alors honnêtement, toute femme se reconnaît dedans, hein, parce qu'on va suivre une femme qui essaie de comprendre comment elle peut sortir de ce cercle vicieux qu'elle subit. Elle se demande en fait comment sortir de ces violences qu'elle subit et on se demande même comment elle a pu survivre à son viol parce que oui, il me semble que c'est pas dit explicitement dans le résumé mais de toute façon tout le monde... Enfin c'est un peu la chose tragique qui arrive dans le manga. Dans ce premier tome, cette femme se fait violer. Et la violence avec laquelle c'est illustré, c'est pas trash, on voit pas plein de choses, voilà, c'est assez... je dirais épuré et simpliste sur la mise en scène, mais on sent tellement de douleur et de peur, surtout c'est la peur que je ressens le plus à travers ce manga quand elle se fait violer. Enfin, c'est vraiment pour public averti parce que c'est clairement pas facile à lire, mais ça illustre parfaitement la terreur, l'effroi que peuvent subir les victimes lors de viols. Ça explique aussi pourquoi, parce qu'on ne la voit pas se débattre lors du viol et c'est complètement, parfaitement illustré. Pourquoi certaines femmes ne se débattent pas pendant un viol? Parce qu'elles sont tétanisées complètement. Et de toute façon, un homme, comme c'est expliqué, je dis ça en général, un homme va avoir toujours une grande force physique par rapport à certaines autres personnes féminines. Donc c'est très dur de se débattre pendant un viol et aussi, elle avait aussi complètement peur, ce qui est complètement... On va passer ensuite à la maison d'édition Kana qui m'a envoyé pas mal de petites choses d'un coup. J'ai trop hâte de vous les présenter. Alors pour une fois il n'y a pas de nouveauté. Je vais commencer par le tome 4 de Jardin Secret que j'ai lu hier, que j'aime toujours autant. C'est toujours un shoujo ultra doux qui communique à travers le langage des fleurs. Il y a enfin les sentiments donc, qui a été dévoilé pardon, j'arrive pas à articuler, à la fin du tome 3. Ici on a donc le début de la relation de couple qui est plutôt cool, plutôt mignon. Les dessins, enfin les ambiances sont incroyables, les mises en scène sont incroyables. Ensuite le tome 3 est donc le dernier tome de From End, donc c'est une série finie en 3 tomes. Je suis très satisfaite par la fin de ce 3e tome qui est complètement inattendu et parfait. La pression monte page par page, on a cette appréhension qui monte, on a vraiment cette hâte mais aussi cette peur de découvrir la fin de l'histoire parce que clairement moi j'avais peur pour les deux protagonistes. Je ne m'attendais vraiment pas à ce retournement de situation. On a l'antagoniste, donc le violeur, n'est-ce pas, qui, alors c'est horrible ce que je veux dire mais il me paraît tout de suite un peu plus humain. Parce que du coup on sait pourquoi il a fait ça. Ce n'est jamais une raison valable pour violer quelqu'un, mais
C'est horrible, mais il m'a tout de suite paru plus humain dans ce manga, parce que c'est quand même quelqu'un de très torturé, vous allez le voir dans ce tome 3. Et du coup, je sais pas, c'est tellement d'émotions d'un coup, ça m'a tout retourné à l'intérieur, je n'en pouvais plus. C'est clairement un manga à sensation que je recommande à 1000% pour les personnes qui sont prêtes à affronter certains sujets comme vengeance, viol, meurtre, etc. Surtout le viol, c'est très compliqué ça à gérer je trouve pendant une lecture, mais génial. Ensuite, le tome 5 et 6 de Irrésistible, c'est un shoujo qui se lit toujours aussi facilement. Par contre, je suis un peu moins hypée par ce shoujo, c'était un de mes préférés pourtant de Kana. Ouais, un peu moins hypée parce qu'il n'y a plus de réels enjeux. Je suis peut-être trop habituée à des shoujo avec vraiment des trucs qui se passent tout le temps. C'est très chill, c'est pour ça que je l'avais aimé au début, mais là j'avoue que ça devient un petit peu sans saveur. C'est un peu dur mais pour le décrire, mais... il manque un petit truc pour l'instant, j'espère que dans le tome 7 il va se passer un peu plus de choses. Ensuite le tome 8 de Au-delà d'apparence, donc là aussi je suis toujours aussi touchée par ce petit couple d'artistes. Je suis très touchée par cet univers, par ce milieu artistique, donc moi ça me rend vraiment émue à chaque fois que je le lis. Mais c'est grave cute parce que tous les deux ils se boostent mutuellement en fait à atteindre leur objectif artistique. Je vais aller dans telle école, moi aussi je vais aller dans telle école, hop on se booste mutuellement. C'est vraiment, c'est frais en fait, c'est vraiment intéressant comme manga. Ensuite le dernier tome de Device Line, donc le tome 14, une fin très bien, ça se finit bien. Heureusement que ce n'est pas allé plus loin parce que je sentais que ça commençait à s'essouffler. Donc c'est très bien et c'est une fin pleine d'espoir en fait pour la cohabitation entre les humains et les vampires. Alors ensuite j'ai reçu pour rattraper mon retard les tomes 14, 15 et 16 de Sky Survival. Alors j'ai eu un petit peu de mal à me replonger dans l'histoire sachant que ça faisait longtemps que j'avais arrêté la série parce que je ne recevais plus les tomes. Par contre, j'ai eu aucun mal à reprendre les éléments de scénario, à me rappeler petit à petit et du coup à recomprendre entre guillemets les situations. L'histoire prend une tournure que je n'avais absolument pas prédit. C'est un manga qui part à 360 degrés, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais absolument pas prédire ce qui va se passer, je ne peux pas deviner la fin comme la plupart des mangas, j'arrive à peu près à deviner ce qui va se passer. Là je ne sais absolument pas et c'est ça qui fait la force de ce manga. Ensuite nous passons à la maison d'édition Pika où j'ai reçu vraiment beaucoup de choses et encore là ce sont les épreuves corrigées, les vrais mangas avec les jaquettes etc. parce que j'ai eu des épreuves non corrigées que je n'ai toujours pas lues. Donc on va commencer tout de suite. Allez on commence par un des tomes que j'ai préféré dans ma réception, c'est le tome 1 de Chobits. Alors si vous vous rappelez pas, je ne crois pas qu'on soit nés à la même époque. Clairement c'était un des animés que j'ai regardé en premier quand j'avais 11-12 ans à peu près. J'avais adoré l'univers. C'est un manga qui m'a beaucoup marqué à l'époque mais je n'en avais presque aucun souvenir donc ça a été une redécouverte. J'aime vraiment bien l'univers mais le fait que ce soit vraiment une série qui date il me semble d'une vingtaine d'années si je dis pas de bêtises, on sent vraiment le décalage par rapport à notre époque, par rapport à la technologie. Les emails dans ce manga c'est une révolution. Vraiment une révolution technologique. C'est assez perturbant ce décalage avec notre génération mais du coup je trouve ça assez rigolo. Pour ce qui est des dessins c'était un petit peu ma hantise parce que moi je vous ai dit j'avais regardé l'animé était plutôt propre. Du coup je m'étais dit putain le manga j'espère qu'il a pas des dessins vraiment qui datent. Et pas du tout, les dessins fonctionnent toujours aussi bien, ils sont toujours aussi drôles, aussi expressifs. Il y a des décors, enfin tout est là en fait et putain mais foncez, c'est une série en 8 tomes pour ceux qui veulent genre un petit peu de nostalgie dans leur bibliothèque. On continue avec le tome 1 de Nos précieuses confidences. Alors c'est un shoujo plutôt un poil hors du commun vu que ce sont deux jeunes adolescents qui se rencontrent et se côtoient presque exclusivement hors du lycée, voire exclusivement hors du lycée. Et en fait du coup quand ils attendent leur transport, ils se mettent sur un banc et c'est là qu'ils font leur fameuse confidence. Alors pourquoi ils ne se parlent pas au lycée? C'est tout simplement parce que ce jeune homme est plutôt entouré de personnes en général, c'est une personne assez sociable plutôt malgré lui et elle n'ose absolument pas lui adresser la parole, par contre elle aime bien le stalker. En fait ce qui est assez drôle c'est qu'on les voit faire connaissance et on vacille totalement entre aisance totale entre les deux et malaise. Complètement. C'est soit il y a des sujets où vraiment ils vont avoir une vive discussion, ils vont être vraiment à fond tous les deux, soit tout d'un coup il y a des énormes blancs, ils ne savent pas comment s'adresser la parole et ils sont ultra maladroits l'un avec l'autre. Du coup ce manga je pourrais dire qu'il aborde la relation amoureuse un peu plus différemment que les autres shoujo. Donc
Je sais pas, je trouve ça grave cute. Et puis au moins le personnage masculin n'est pas un, vous savez, un beau gosse type des mangas. Ça change un petit peu, on n'a jamais de petit bonhomme à lunettes, donc moi j'aime bien. Ensuite, Piège charnel, tome 1. Alors bof, je suis à moitié séduite par l'histoire. En fait, il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans ce manga, notamment la femme objet soumise tout le temps en fait. En fait, le titre vous indique qu'elle se fait effectivement prendre dans un piège charnel où elle vacille entre ces deux hommes, mais vraiment qui ne la respectent pas du tout. En fait, c'est un jeu hyper malsain qui se passe entre son autre amant. De toute façon, entre les deux amants, il y a vraiment à chaque fois quelque chose de malsain qui se passe. En fait, la chose qui m'a dérangée le plus, c'est qu'on lui demande jamais son avis. On lui demande jamais comment elle va, ce qu'elle ressent, ce qui la frustre. Au final, les deux jouent avec elle, jouent avec son corps, jouent avec ses sentiments, et j'ai vraiment cette notion de non-respect. Et en fait, le deuxième amant, du coup, qui apparaît dans l'histoire, le fameux truc inattendu. Moi je pensais qu'il allait la respecter en fait, mais pas du tout. Et en fait quand elle accepte les avances de ce deuxième amant, tout ce qu'il trouve à lui dire c'est tu parles d'une dévergondée. Je trouve ça assez dégradant pour un premier tome maintenant que je suis vachement plus attachée à l'image d'une femme assez forte, assez indépendante, respectée surtout. Là c'est un petit peu un bide sur ce point là, je ne sais même pas si je vais demander le tome 2 honnêtement. Si le tome 2 est plus nuancé, plus approfondi, pourquoi pas, mais là on continue avec le tome 2 de Sensuel Dilemme que je n'ai pas forcément apprécié vu que ça me laisse totalement indifférente. Les personnages ne sont pas du tout charismatiques, je trouve l'histoire sans aucun intérêt. Je suis ultra violente avec ce manga mais j'aime pas du tout. Et vous savez quand il y a un manga qui manque un petit peu d'éléments, de scénario, qui est pas assez mouvementé, il compense par l'humour. Il y a genre zéro humour dans ce manga, je suis pas touchée par ce manga, enfin vraiment pour moi c'est le bide total. Ensuite nous avons le tome 6 de Sister and Vampire et ma foi je suis plutôt conquise puisque nous avons enfin vraiment la naissance des sentiments amoureux, enfin la naissance, la découverte apparemment des sentiments amoureux de notre beau vampire envers sa petite religieuse. Donc moi ça me met en joie parce que je n'attendais que ça. J'espère juste que c'est un Josei, donc c'est ça, enfin c'est un Ichi, hein, c'est un manga assez érotique. J'espère que c'est un manga qui va pas s'éterniser parce que c'est un petit peu le souci. J'espère qu'il reste encore genre 2 tomes maximum. Je continue avec le tome 7 de Starving Anonymous qui est donc le dernier tome de cette série, qui est juste incroyable. Le rythme, le suspense ne s'est jamais arrêté. Il n'y a jamais eu des mangas ou même des moments vides qui retombent en fait à plat. Il n'y a jamais eu de moment flop ou moment où la hype elle retombe. L'horreur est à son comble dans ce tome-ci, donc si vous aimez l'horreur mais que vous êtes prêt à voir des choses ultra trash, ultra dérangeantes, malsaines, foncez. Ensuite nous avons le tome 8 de La Princesse et la Bête. Je ne vais pas m'éterniser parce que c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi très bien construit. Il y a toujours des éléments nouveaux du scénario qui apparaissent sans pour autant s'essouffler ou être un petit peu genre... Vous avez que ça en stock les mecs. Et puis attendez, il y a l'apparition d'un personnage absolument trop mignon. Je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas si... Non, ça va pas faire le focus, je pense pas. Mais je... Ah si, ça fait le focus. Regardez-moi comme il est mignon lui. Il est trop mignon, on est d'accord. Non mais lui il a refait ma journée. Vraiment, quand je l'ai lu ça, j'étais au bout de ma vie. Je voulais le croquer. Ensuite, le tome 5 de Our Little Secret. C'est un manga qui commence un petit peu à s'essouffler dans le sens où c'est un petit peu lent, ça tourne un petit peu en rond. C'est une série qui se lit très bien, vraiment très facilement. Par contre, j'ai trouvé ce tome plus cucu que les autres. En plus, je supporte de moins en moins le caractère de Mayo qui... Elle a pas de caractère en fait. Que dis-je? Elle n'a pas de caractère. Elle se laisse marcher dessus et elle a pas ce petit truc, vous savez, qui fait qu'on s'attache vraiment à un personnage. Je suis pas attachée à elle, vraiment. Je lis parce que l'histoire elle est plutôt sympathique. Heureusement, c'est une série finie en 8 tomes, donc... Voilà, ça va pas non plus s'éterniser de ouf et ça va pas non plus être trop longué, mais accélérer un petit peu la cadence. Ensuite, le tome 3 de La Destinée de Yuki, c'est une série qui me passionne de plus en plus et je n'arrive même pas à comprendre pourquoi elle se finit en 6 tomes, j'ai vraiment pas hâte. Bon, à part les dessins qui me font penser aux dessins des années 2000, en mieux évidemment, mais quand même 2000-2005, voilà, c'est assez similaire. C'est une superbe mini-série et mes doutes sur Haruka se confirment, c'est une putain de bitch. En fait, depuis le début, elle fait sa fifi toute sage, toute innocente, mais vous savez, elle a pas de caractère, enfin on voyait jamais vraiment son caractère. Et là, ça commence à se dévoiler, vraiment, son vrai caractère commence à être mis à jour. Et
Je la trouve intéressante mais je peux pas la supporter. Par contre je ne supporte toujours pas que Takaya traite Yuki comme un objet, et moins que rien, comme une merde. Je sais que la logique normalement veut qu'ils finissent ensemble les deux à la fin, mais je ne vois vraiment pas comment c'est possible. Parce que si honnêtement on me dit que ce mec avait des sentiments pour Yuki, je ne veux absolument pas le croire parce que tu ne traites jamais, même si t'as peur entre guillemets des sentiments, enfin des sentiments que t'as pour une personne, tu vas jamais te comporter comme un véritable connard envers cette personne, pardon, j'arrive pas à articuler. Là c'est vraiment trop en fait, donc il m'énerve vraiment plus qu'autre chose. Ensuite le tome 4 de mon colloque d'enfer, on sent enfin que Matsunaga, c'est ça, commence à s'avouer les sentiments qu'il a envers Miko, et ça c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Sauf que le naturel revient toujours au galop puisque il considère, enfin il a toujours cette tendance à considérer Miko comme une petite sœur, comme une personne sur qui il doit veiller mais pas comme un amoureux, vous voyez ce que je veux dire. Il l'infantilise énormément et en fait il se dit elle pense pas aux mêmes choses que moi, elle pense pas à des relations amoureuses alors que Coco elle a une vingtaine d'années donc évidemment qu'elle peut penser à des relations amoureuses. Il a vraiment l'impression qu'il ne pense pas du tout comme elle. Je pense qu'il a juste pas conscience et il a aussi pas confiance en lui en fait de sa relation avec Miko, mais avec ce qui se passe à la fin, il aura plus de doute. Hein. Ensuite, le tome 5 de Too Bad I'm in Love, donc c'est un shoujo en 5 tomes, vu que c'est le dernier tome, que je recommande à 100% parce qu'il est génial. Le rythme et le scénario sont ultra intéressants, sont ultra bons et surtout, les personnages connaissent une évolution, une réelle évolution du début jusqu'à la fin. Ce manga est vraiment tourné autour des non-dits et ça va au-delà des non-dits dans une relation amoureuse, ça peut être aussi dans le cercle amical et surtout familial. On nous montre que dire la vérité c'est vraiment une forme de soulagement, dire ce qu'on pense, qu'on ressent, c'est ultra important, que ce soit dans le cercle voilà, amoureux, amical ou familial. Tous les secrets, tous les non-dits sont dévoilés et c'est une fin super touchante, pleine d'espoir, moi j'adore. Le meilleur pour la fin, le tome 2 de Je veux manger ton pancréas, et j'avais tellement pas envie d'avoir la fin parce que je savais ce que ça signifiait. Vous savez à quel point il m'a marqué sur la thématique, c'est-à-dire la maladie incurable, parce que je suis ultra sensible justement à ce genre de thématique. Donc dans ce dernier tome, malheureusement, on s'attend à la fin de vie de Sakura. Ça n'a rien d'un spoil, on le sait dès le début qu'elle est décédée. Mais ce n'est clairement pas la fin de vie que j'attendais, clairement pas. C'est bien plus brutal, c'est bien plus injuste que ce que j'avais imaginé. C'est un manga qui vaut le détour et qui va très certainement changer votre vision de la vie. En tout cas, ça a changé leur vision aux deux protagonistes. Ils s'apportent mutuellement tout au long de l'histoire énormément, vraiment, psychologiquement, physiquement, et ça me porte tous les deux énormément. C'est une pépite parmi les pépites. C'est clairement dans les mangas qui m'ont le plus touchée en 2019-2020, je le mettrai lui en première position. On va passer à une note un peu plus joyeuse avec donc les réceptions que j'ai eues mais que je n'ai pas lues et donc que je ne peux pas présenter. Je les présenterai sur mon Instagram en story, vous savez sur les stories à la une Avis Manga. Je vais les renouveler en fait, je vais tout supprimer, celle de 2019 et je vais mettre celle de 2020 du coup pour pas en faire trop. Donc j'avais reçu le tome 6 de Hailey de la part de Kana, le tome 1 de Nos cœurs évanescents que j'ai reçu genre il y a 2 jours, que j'ai trop hâte de lire, c'est édité par Akata. De la part de Doki Doki, j'ai eu 3 tomes, j'ai eu celui-là que je ne vais pas lire parce que je ne l'ai pas demandé et honnêtement ça ne m'intéresse pas. Ensuite Nyankees qui a l'air un petit peu what the fuck, que j'ai trop hâte de lire. Why Nobody Remembers My World, que j'ai demandé. Hâte aussi de le lire parce que les dessins sont super beaux. Ensuite, de la part de Pika, j'ai eu le tome 6 et 7 de Eden Zero. Trop hâte de lire aussi, genre les couvertures elles envoient du pâté, j'aime trop. Ensuite, le tome 9 de La Courtisane d'Edo. J'ai pas eu le temps de le lire, mais ça ne serait tardé. Le tome 4 de Fairy Tail, La quête de 100 ans. Et j'ai toujours ce putain de tome 7 de Made in Abyss. Je n'arrive pas du tout à me replonger dedans. Ça fait vraiment partie des séries où vous savez, vous avez du mal à vous replonger dans l'histoire, dans le scénario et justement à comprendre tous les éléments. Moi j'ai vraiment du mal quand je lis un manga, la suite, à comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression d'être complètement paumée dans le scénario. Mais bon. Et voilà, c'était tout. Je vous ai présenté plus de 40 mangas. J'espère ne pas faire une vidéo trop longue. De toute façon, là, il faut vraiment que je me motive à faire des vidéos plus courtes et donc faire des vidéos plus souvent. Mais voilà, plus courtes parce que c'est beaucoup plus agréable à regarder. Je suis vraiment désolée pour ce genre de vidéos un petit peu longues. Je vais essayer de faire des vidéos beaucoup moins longues. Mais si vous voulez des présentations de mangas plus rapide, je dirais, avec des avis justement écrits et très certainement plus poussés que ce que je dis à l'oral, surtout pour les suites. Je vous invite à me suivre sur Instagram, je fais des photos pour chaque
mangas que je reçois presque. Donc n'hésitez pas. Tisnara, tu fais les bêtises. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, surtout sur Instagram. Je suis ultra active sur Instagram, que ce soit en story ou en post. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.